dans le point lecture donc du mois de janvier, qui est en retard, oui, je dois l'avouer. Mais alors c'est pas parce que j'ai lu beaucoup, hein, ça va. Mais c'est juste que j'ai été prise d'une flemmasse aiguë. Voilà, oui, non, oui. J'ai été prise d'une flemmasse aiguë. Le Hux n'arrêtait pas de gueuler. Dès que je voulais prendre la caméra pour tourner, donc ça me fatiguait. Et donc là que j'ai décidé de tourner, il gueule aussi. Voilà, c'est que du bonheur. Qui veut un General Hux? Voilà, donc exceptionnellement, je crois que c'est la première fois sur cette chaîne que ça arrive. Comme quoi, hein, on ne dit jamais jamais. Bref. Le point lecture du mois précédent passe après la pile à lire du mois qui est là. Voilà. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, hein, tant que vous avez un point lecture. Alors, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, vous allez me le dire tout de suite. Il se peut que je refasse comme l'année dernière, que j'ai fait ça au mois d'avril peut-être et au mois d'août. Tourner que 2 livres par 2 livres ou un livre par un livre. Alors, en face cam éventuellement, parce que bon, je sais que cet été, ou je sais plus quand, j'avais fait pas forcément en face cam. Mais voilà, j'ai fini un livre, quand je peux, je filme. Et je monte. Voilà. Alors, si ça à vous, vous me dites pourquoi pas, ce serait sympa, machin. Parce que c'est vrai, je dois avouer que dégager. Généralement, vous voyez que mes vidéos sont pas. Enfin, je mets pas 10 minutes hein, pour faire ça. Je pourrais. Hein. Mais moi, ça m'amuse plus de vous emmerder pendant une demi-heure. Je dois avouer que trouver du temps pour se poser, faire truc caméra sans avoir l'exorciste et la coureuse de fond et le Hux, c'est un peu compliqué quelquefois. Voilà, surtout que nous allons avoir, je suis désolée, je bouge et je fais du bruit, mais ma chaise glisse. Voilà. On va avoir du bruit dans l'immeuble parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui nous ont prévenus qu'il se faisait pas mal de travaux, donc je pense que ça va être coton. Voilà. Peut-être que je ferai ça, vous me direz dans les commentaires. Bon, on commence tout de suite, sinon ça va durer 45 minutes et Lisa va encore gueuler qu'elle n'a pas de temps à perdre, bien sûr. Tout est relatif. Bref. Premier livre lu, c'est par ordre de lecture. Hein. Premier livre lu, entrevue choc avec un vampire donc de Morgane. Vous voyez bien, Cossarieux et Vincent Tassi. Voilà. Chez Actu SF. Alors, c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne Barocco Podcast qui faisait un tag des vampires que j'ai repris d'ailleurs dans un des Vlogmas, qui en parlait en disant que c'était forcément drôle, etc. Et comme j'aime beaucoup la vie de Mademoiselle, j'ai été faible. Voilà. Alors, je dois avouer que c'est une relecture. Si vous avez vu le film Entretien avec un vampire de Neil Jordan, je vous en prie, allez le voir. Ils ont pompé littéralement le scénario, c'est-à-dire ils ont pris le synopsis et ils y sont allés, on va dire, à la scène après scène. Alors, le seul truc, c'est que c'est une parodie. Mettez-vous bien dans la tête que c'est une parodie et qu'ils font un hommage à Anne Rice. Alors pas forcément la Anne Rice des vampires, mais la Anne Rice de la Voix des anges, de la Anne Rice des sorcières, etc. Ils connaissent leur Anne Rice sur le petit bout de tous les doigts. Et il y a toutes les références pop sur les vampires. Donc si vous nous lisez, Dracula, Buffy, bienvenue par ici. Donc on est en présence d'un journaliste qui se promène dans un supermarché, à Orléans, qui est un peu maussade. Il hésite entre 2 produits bien pourris de son espèce de supermarché et il croise un garçon très beau qui l'intrigue. Et donc, en Vienne, machin, il va faire une interview de cet homme qui lui dit qu'il est un vampire, qui s'appelle, non, tenez-vous aux branches, qui s'appelle Jean-Louis David. En vérité, il est italien, il est castrat. Et sa traduction, son nom en italien, en français, donne Jean-Louis David, d'où son addiction assez prononcée pour le babilis. Ah voilà, il a une marotte sur le babilis, lui. Bon bref, et donc ce garçon va raconter comment il est devenu un vampire. Donc il a rencontré un autre vampire, très beau, très parfait, très sublime, etc. Voilà, alors oui, vous doutez bien que c'est Lestat, mais alors lui, il s'appelle Richard Cor de Lion. Oui, cœur de lion, donc corps de lion. Oui, oui, ça, c'est plein de voilà, alors c'est une parodie, je rappelle. Alors,
Il y a tout ce qui va, à part que il y en a un qui a une maman qui est particulièrement bizarroïde, que la fameuse Claudia qui est dans Interview avec un vampire s'appelle Claudie et n'est pas une gamine, mais hors d'âge. Hors d'âge. Complètement hors d'âge. Ça s'amuse avec tous les codes du film, tous les codes des vampires, tout ce qui peut rentrer et ils ont pu fourguer là-dedans, ils y sont allés. Alors, c'est drôle, mais pas tout le temps. Voilà, alors moi je m'attendais à un truc drôle tout le temps parce que c'est une parodie. Alors quelquefois ça m'a fait sourire, des fois je me suis dit ah ouais, mais ça m'a pas fait hurler de rire, on est bien d'accord. Mais alors par contre j'ai passé un très bon moment parce que c'est complètement loufoque, on est bien d'accord. Voilà, mais loufoque à un point, c'est la parodie complète. Par contre les deux auteurs s'y entendent dans le vampirisme, on est bien d'accord. Leur post-face est mignonnette, ils se renvoient ils se renvoient des compliments, chacun en se disant « Ah, tu es merveilleux, je t'aime, bisous ». Voilà, alors je sais pas si c'est... Alors je pense qu'ils s'aiment bien pour travailler à Gatma, mais je pense qu'ils ont... Ou alors ils ont forcé le truc, ou ils sont comme ça dans la vie, et alors là, ils sont très bien. Voilà, donc c'est... Entrevue choc avec un vampire, si vous aimez ne pas trop vous prendre la tête, bah, vous avez bien vu la tête de caniche avec la bestiole à côté. Voilà, si vous aimez bien les trucs sur les vampires, mais que vous aimez bien le côté un peu parodique, que vous aimez bien les références et trouver des références un peu de partout parce qu'ils y sont allés, je peux vous assurer que vous passez un bon moment. Voilà. C'est assez agréable, mais c'est au-delà de tout entendement. Hein. On est bien d'accord. Hein, voilà. Tout y passe, mais il faut avoir de l'humour. Faut avoir de l'humour. Si vous prenez les vampires au pied de la lettre et que vous ne supportez pas qu'on touche à un auteur comme Anne Rice ou etc. ou que critiquer des références pop culture, c'est comment dire ouais, on est bien d'accord, vous sentez le pieu et l'ail, n'y allez pas. Hein, non mais voilà, c'est une bonne parodie. Voilà. Mais je n'ai pas autant ri que j'aurais pensé, mais c'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. On a bien rigolé. Bref, là on rigole moins. Alors. Deuxième livre que j'ai lu, ça s'appelle La femme qui en savait trop de Marie-Bénédicte, donc je sais plus chez qui c'est, 18, pardon. Donc la sublime et merveilleuse et splendide et brillante et bref, fascinante, Heidi Lamar. Alors moi j'avais déjà lu Ecstasy and Me en vérité. J'aime beaucoup Heidi Lamar depuis que quand j'étais assez jeune, dans un cours d'histoire du cinéma, on nous a passé Extase, qui avait fait grand bruit. grand bruit. Parce que c'est le premier film où on voyait une femme dénudée et qui mimait un orgasme. Enfin, qui mimait pas, qui était censée avoir un orgasme, mais bon, évidemment, elle a expliqué après comment ça s'était tourné. Et là, Marie-Bénédicte fait une bio romancée par rapport à ce qu'elle sait de cette jeune femme, qui est donc une actrice autrichienne de descendance juive, mais qui ne sont pas du tout pratiquants. Voilà, comme il y en avait beaucoup en Autriche à cette époque-là. Et c'est une femme qui, dès sa naissance, est très 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 belle, mais très voilà. Le truc parfait, voilà, du sol au plafond. Et qui décide de se lancer dans le cinéma. Alors, elle voit vite, hein, quand elle est ado, qu'elle plaît aux hommes, qu'elle a un certain pouvoir sur les hommes. Elle est adulée par son père, pas détestée, mais elle a une relation assez froide avec sa mère. On comprend pourquoi à un moment donné. Et elle va tester au cinéma. Alors évidemment, son grand fait de gloire et l'extase va lui coller à la carotide et sur le front la réputation d'être une fille nue. Ce qui va l'handicaper pour faire du cinéma, mais elle va se retrouver sur les planches, toujours à Vienne, interprétant magnifiquement, d'ailleurs les critiques étaient unanimes, Elisabeth de Bavière. Et un homme va venir la courtiser, un homme qui est un peu plus âgé qu'elle, qui est un industriel très puissant, très riche, qui a des mauvaises fréquentations, entre guillemets, puisqu'en fait, en gros, c'est un marchand d'armes. Et cet homme commence à fréquenter tout ce qui se trouve dans la mouvance fasciste, mais pour faire du business. Alors, un de ces contemporains, on va dire, fascistes, qui le recevait, c'était Mussolini. Et cette jeune femme va se laisser séduire petit à petit, parce qu'elle pense au début que cet homme va lui laisser les coups des franches, alors que pas du tout.
il va épouser une femme qui va devenir sa femme objet, sa femme trophée. Bah, elle est tellement belle qu'il veut la sortir partout. Et elle va se retrouver enfermée. Mais le fréquentant, lui, après les nazis, etc., elle voit la doctrine, elle voit ce qui peut se passer. Elle a un peu peur pour son pays, même si au début l'Autriche n'est pas vraiment bien tapée. Mais elle se dit, ouais, quand même, ça sent pas bon. Et donc il se passe plusieurs événements et elle va découvrir le mauvais visage de son homme, à savoir qu'il devient de plus en plus violent avec elle, qu'il la traite très mal, qu'il abuse d'elle. Et donc elle va commencer à fomenter son départ, qui foire une fois, mais une autre fois, elle va réussir à partir, rejoindre Londres par un superfuge que je vous laisse faire. Et là, elle va avoir le culot d'aller voir un homme qui est de passage, un américain, qui est de passage pour récupérer des actrices, qui s'appelle Louis B. Meyer, oui, voilà, oui, de Meyer, MGM. Et donc, elle va plus ou moins l'intéresser, mais sans plus, et elle va se payer le luxe de le suivre sur le paquebot qui le ramène aux États-Unis pour, en gros, le vampiriser. Et quand il la voit arriver à la salle de bal, vu la bestiole, et tout le monde se tourne, femme, homme, il s'est dit, ouh, ça sent bon. Il la ramène à Hollywood, signe un contrat, mais la bête n'est pas idiote, elle est largement très intelligente parce qu'elle s'est aperçue très jeune qu'elle aimait la science, qu'elle aimait, inventer des choses, et ayant baigné dans cet univers en Autriche entre son père et son mari, eh bien, elle est loin de se laisser faire, la belle, et elle va lui imposer on va dire des gages par semaine qui n'avait jamais mené à personne. Alors, ce n'est pas la meilleure actrice du monde, hein, on est bien d'accord, mais c'est une actrice qui compte dans l'âge d'or d'Hollywood. C'est une actrice qui est surtout connue pour son cerveau aussi, puisqu'elle a inventé une fréquence de séquençage de lancement de torpilles qui faisait que pendant la Seconde Guerre mondiale, si la Navy avait utilisé son invention qu'elle avait fait en duo avec un compositeur, Georges, eh bien, ils étaient capables de lancer une torpille sans qu'elle soit interceptée. Simplement, voilà. Belle fille qui a tourné dans un film un peu nez du nez, une femme à Hollywood sous contrat avec un gros producteur hollywoodien, elle est autrichienne en plus. Voilà, donc elle a beaucoup des avantages pour le gouvernement américain, donc ils ne la prennent pas au sérieux et son brevet va être tombé dans l'oubli, elle va arrêter elle va pas le refinancer et simplement quand il va tomber dans le domaine public, bah, les autres vont s'en servir. Et ce n'est qu'au début des années 90, et moi je l'ai su parce que j'avais mon prof d'histoire du cinéma qui était tombé sur un reportage et un par-pied qui était dans un magazine américain qui parlait justement qu'elle avait été honorée justement pour son brevet. Pas à titre posthume parce qu'elle était encore vivante et qu'on lui avait décerné un prix. Voilà, pour ce brevet-là. Et en fait, l'histoire de cette fille qui inventait, qui était brillante, qui était un véritable cerveau, est revenu sur le devant de la scène au début des années 90. Et si vous me regardez, que ce soit sur votre portable, sur une tablette ou quoi que ce soit, vous devez à son brillant cerveau les prémices du Bluetooth, du Wi-Fi et de l'Internet. Voilà. En gros, cette fille est un génie. Alors, non seulement elle est sublimissime, hein, on est bien, d'accord. Elle est sublimissime, mais elle avait un cerveau. Donc, comme quoi, messieurs et tous les crétins et crétines hein, qui peuvent penser qu'une femme ne peut faire qu'une chose à la fois. Voilà. Alors, je vous laisse aussi voir sur Arte le super documentaire qui s'appelle Heidi Lamar, où il y a sa voix était sublime, moi j'ai adoré, c'est ce qui m'a capté la première fois que j'avais vu ça en VO, j'avais trouvé sa voix divine. Elle a très beau reportage qui d'ailleurs montre les dessins qu'elle a fait les premières fois pour son brevet. Et il y a aussi sur Netflix une série qui s'appelle Timeless. Si vous allez à la deuxième saison, à l'épisode Hollywood, alors c'est pas elle qui apparaît, c'est une actrice qui la joue. Et en fait, comme c'est une torsion du temps, cette série, eh bien en fait, elle parle de cette invention et on lui glisse à un moment donné que son brevet pourrait tomber dans des mauvaises mains. Et la chute et ce qui aurait pu être pour Heidi Lamar, donc allez-y, parce que franchement, l'épisode est formidable, et la dame vaut tout le déplacement du monde, parce que... Ouais, oui, mais il y en a qui ont tout eu, hein, voilà, il y en a, les faits, elles ont tout balancé.
Voilà, mais elle n'a pas une très belle vie quand même, hein, pour avoir tout ça. Bah, la beauté, on dit toujours que la beauté, le talent et l'intelligence, ça se paye. Bah, elle l'a payé quand même. Mais grande femme, mais très étonnante, fascinante, on va dire, fascinante. Autre livre que j'ai lu, donc c'était un livre que j'avais vu passer bah, quand il est sorti plusieurs fois. Il y avait pas mal de retours qui étaient pas mauvais, d'autres qui étaient emballants. Je me suis dit, il va falloir que je le lise un jour. Voilà, donc Blood and Sugar, Laura Shepard Robinson, donc c'est chez 10-18. J'adore cette édition de 10-18 assez grande, on dirait. J'adore. Alors, on est à Londres, donc en 1781, c'est marqué sur la couverture, hein, on peut pas se louper, même si le truc d'accroche. Bon, bref. On est en 1781 à Londres et on fait la connaissance d'un ancien militaire, d'un militaire qui a fait la guerre en Amérique à l'époque, Henry Corsham, et qui est marié à une fille. Il s'entend pas, c'est pas l'amour fou en ce moment avec sa femme, mais la sœur de son ex-meilleur ami avec qui il s'est un peu frité, vient lui le voir pour lui dire que son frère a disparu dans le côté du port d'Empford, qui était à l'époque un port complètement hors de Londres, hein, parce que Londres n'était pas encore ce que c'était, mais qui n'était pas très loin sur la Tamise, qui était un port négrier en fait, et qui était surtout un port négrier, mais un port d'arrivée de la canne à sucre et de tous les biens des colonies de l'Empire britannique. Donc c'était vraiment un port de commerce, quel que soit malheureusement le commerce. Et donc il va aller se rendre sur cet endroit-là pour chercher son ex-meilleur ami, et il va découvrir tout l'environnement de ce port de commerce en tout genre, et notamment la traite des êtres humains, de tout ce qui est, de toutes les couches, de tous les gens qui peuvent jouer, que ce soit les armateurs, que ce soit les marins qui sont sur ces bateaux, que ce soit bah, évidemment les maisons de passe, les gargotes, tout ce que vous voulez. Et il va vite se rendre compte, et même s'il le savait déjà, que tout ce commerce alimente les castes hautes, on va dire, de Londres. Que ça soit du haut du plafond, au gouvernement, comme dans les petits bourgeois, et que bah, toucher à ce commerce risque de lui apporter d'énormes ennuis. Alors on va le suivre sur la Pavasse, tout au fil de l'enquête. Alors on sait vite ce qui est arrivé à son meilleur ami, et, voilà, il est mort, pendu à un croc de boucher en plein milieu du port, du coup tout le monde le voit. Mais lui, il décide de porter l'enquête de plus en plus pour voir ce qui est passé, et les fils qu'il tire, la bobine, l'amène sur des choses trappes, sur des moments un peu plus casse-gueule. Carrément, il se fait casser la binette. Alors, c'est un livre qui est bien documenté, etc. Moi, ça m'a pas surprise parce que j'avais fait histoire de la Grande-Bretagne à la fac, et que cette notion d'empire, de port de commerce, de traite d'êtres humains, etc., était largement évoquée dans tout livre sur l'histoire de la Grande-Bretagne, on est bien d'accord. Enfin, les livres en anglais, les livres qui sont utilisés comme livres de base dans les écoles, dans les universités. Peut-être pas en France, mais pas les livres que vous trouvez ici. Mais, je pense que oui. Je ne suis pas allée voir. D'ailleurs, j'ai un livre sur la Grande-Bretagne, l'histoire de la Grande-Bretagne, une espèce de pavasse, là, en français. Je ne suis pas allée voir ça. Je pense que oui, parce que c'est quand même une base des empires coloniaux de l'époque. On est bien d'accord, la France y compris. Il y avait des comptoirs partout, les Hollandais, les Suédois. On est bien d'accord, voilà. Donc toute l'Europe et une partie des Antilles et des États-Unis, tout ce qui comptait comme port, c'était malheureusement certains commerces. Alors à la canne à sucre, on est bien d'accord. Enfin les épices et les gens. Voilà. Alors c'est un livre qui est paradoxalement, il est facile à lire. Vous tournez les pages parce que vous avez envie de voir. Mais au bout d'un gros tiers du livre, pour moi, ça tournait en rond. Moi, j'ai trouvé qu'elle délayait pas mal.
pour arriver à retomber sur des pattes des choses qui auraient pu être beaucoup plus ramassées, beaucoup plus percutants. Quelquefois, on a des déviations qui sont pas forcément intéressantes pour l'histoire. Alors peut-être pour apprendre à certaines personnes, je crois pas. Surtout qu'il y a une postface qui explique ce que vous avez entre guillemets besoin de savoir sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors c'est pas désagréable à lire parce que effectivement elle a une plume facile. Tout se suit, c'est assez. Y a autant de drames humains que de drames personnels sur chacun des personnages. Mais à un moment donné, vous voyez arriver, vous savez que c'est ça, mais vous vous dites, bon, à un moment donné, il va se prendre le mur, mais il va peut-être pas nous faire toutes les ruelles pour se prendre le mur. Voilà. Donc c'était intéressant. Moi, je vous dis, alors paradoxalement, c'est ça. C'est que vous lisez et vous continuez à lire, alors que vous vous dites à un bon tiers du roman, ouais, bon, d'accord, mais on va peut-être pas y passer par tous les trucs quand même. Bon, si, merde, elle continue. Voilà, donc c'est assez étonnant parce que c'est un livre que je dirais, pour lesquels je dirais, écoutez, si vous aimez les romans, les trucs fleuves, les page-turners, oui, mais c'est un page-turner qui est pas un page-turner addictif. Quelquefois, vous avez des page-turners où vraiment, vous pouvez pas décrocher. Et style, vous vous dites, bon, alors là, je vais le finir ce soir, tant pis, je vais me coucher à 4h du matin, mais je m'en fous, je le finis. Là, j'avais envie de savoir ce qui se passait, mais je pouvais le poser, repartir faire autre chose, etc. Donc, très, très étonnant. Voilà. Mais j'ai bien aimé ma lecture, mais c'est pas une lecture qui, pour moi, restera marquée. Surtout pas fin du 18e, avec cette guerre frontale que se faisaient les esclavagistes et les abolitionnistes en Grande-Bretagne. Alors peut-être parce que je connaissais aussi, on est d'accord. Peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas cette partie-là et qui ne connaissait pas les tensions et les enjeux de pouvoir qu'il pouvait avoir dans les deux camps, et quelquefois dans un camp qui tapait aussi dans l'autre et qui était à la fois un abolitionniste et à la fois un esclavagiste, qui est quand même assez... Hein, on est bien d'accord, mais voilà, ça arrivait, hein, on est bien d'accord. Mais je sais pas, voilà. Alors après, c'est l'histoire aussi d'une ville, mais c'est pas la seule, hein, Londres, qui s'est construite sur le sang et les larmes. C'est pas la seule, hein. En France, il y en a au moins 4 de villes que vous pouvez citer. Déjà 3 que je connais, c'est Le Havre, Bordeaux et Marseille, qui étaient des ports. Tout ce qui était des ports, Liverpool a été un port de ce calibre-là. Tout ce qui avait un port, où il y avait des bateaux qui pouvaient arriver et partir, c'était ça. Voilà. Après, oui, d'accord, vous allez gueuler comme des veaux, certains, en disant ah c'est honteux, etc. Oui, mais c'est toujours utile de savoir ce qui s'est passé avant pour pas que ça se reproduise, on est bien d'accord. Voilà. Donc Blood and Sugar, Laura Shepard Robinson. Je vous dis, moi j'ai bien aimé, mais ça se délaye un peu trop. Voilà, il y a un peu trop de... Voilà, mais ça se lit bien, c'est ça le truc très étonnant sur ce livre, c'est que je pourrais pas dire que j'ai pas aimé, mais je pourrais pas dire que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé ma lecture, mais je le garderai parce qu'il y a des... Je pense que je pourrais le prêter à d'autres personnes, mais il fera pas partie du top 15 de l'année. Alors là, soyez-en assurés. Et donc, il y a 2 BD. Because mes Berlinois préférés ont décidé de s'abonner sur Amazon.fr. Ils ont trouvé comment traduire sans passer par Amazon.de, enfin Allemagne. Donc ils m'ont acheté 2 BD dont on parlait. Donc le premier, c'est le tome 3 de Berlin sera notre tombeau. Donc je vous montre, c'est Les Derniers Païens. Donc le 3 chez Paquet. Alors, il y a 2 auteurs pour la bonne et simple raison que le papa de Berlin sera notre tombeau, donc Michel, je vous mets bien, Koninger, est décédé au printemps 2021, alors qu'il avait fait tout le synopsis du 3e tome, et qu'il avait fait une vingtaine de planches, c'est ce qui est expliqué au début. Donc la famille a accepté que Paquet mandate un autre dessinateur qui reprenne les 20 dernières planches, bien sûr selon le synopsis et selon le déroulé qu'avait fait le papa de la BD. Voilà, alors le deuxième personne s'appelle Vincenzo Giordano. Et donc on suit toujours la division Charlemagne qui est là vraiment au pied du mur à Berlin. Ils sont à 2 jours de la mort d'Hitler et à quelques jours de la reddition. Ils se battent
avaient les forces du désespoir, sachant que s'ils sont pris par les Russes, ils vont se faire massacrer. S'ils sont pris par les Alliés, ils vont se faire massacrer. Et si c'est les Français qui leur tombent dessus, ils vont se faire abattre comme des chiens. Voilà. Oui, je rappelle que la division Charlemagne était des Français qui s'étaient engagés volontaires dans la SS et Waffen-SS. Hein. Et donc, on les suit dans un Berlin complètement en ruine. Alors, entre les bombardements et nos amis les Russes qui y vont avec voilà, Katyusha, etc., c'est des ruines. Et moi, j'ai beaucoup aimé le tome 3 parce qu'en fait, leur seul but, c'est de faire au moins passer un de leurs hommes partir. Donc ils se sacrifient les uns après les autres pour non seulement l'idéal auquel ils croient, mais aussi par fraternité et par esprit de camaraderie. Après, selon la camaraderie et selon ce que vous entendez par ça. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Alors le dessin est toujours aussi bien, même dans les planches qui n'ont pas été faites par l'auteur de base. Mais il a repris, alors il y a juste, c'est vrai que dans les planches qui n'ont pas été faites par par le papa original, donc par Michel Koninger, c'est vrai qu'il y a un sens du détail en arrière-plan qui est peut-être moins présent que dans ses planches à lui. Voilà. Mais sinon, honnêtement, j'ai pas vu de grosses différences. C'est pas flagrant, c'est pas Alors bien sûr, les spécialistes du dessin et les dessinateurs professionnels auront l'œil beaucoup plus acéré que le mien. Mais voilà, c'est très... Et puis c'est agréable d'avoir suivi tous ces personnages, tous ces volontaires français de la Waffen-SS, où il y a des petits flashbacks qui expliquent quelle est leur histoire aussi. Mais voilà, c'était agréable de voir la fin de Berlin sur un autre tombeau. Voilà. Ce qui a été le cas pour beaucoup d'entre eux. Mais voilà. Puis c'était aussi l'occasion de remercier à titre posthume l'auteur de cette jolie BD. Qui n'a pas fait que ça. Alors attention, moment fangirl. Enfin fangirl, tout est relatif. Ah oui, fangirl. Donc nous sommes en présence... Ne vous appelez pas les mecs. D'une BD qui s'appelle donc, si vous le voyez bien, L'étoile du Koursk, qui parle de Alexandra Soumousenko. Alors, Alexandra Soumousenko, c'est une icône de l'armée rouge. C'est une femme qui est une des premières femmes à avoir conduit un T-34. J'ai pas dit les noms. Peko, Maverick, Antronic et Vernet. Donc c'est normalement chez Delcourt. Voilà, donc il y en a 3 autres donc qui me seront apportés un par trimestre par mes potes. Alors là, on suit donc Alexandra Samosenko qui est la seule femme à avoir, enfin une des premières femmes à avoir conduit un T-34 pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a fait de gloire. Qui a fait sauter 3 tigres, donc les chars, les panzers allemands, sur la bataille de Kursk en 1943, qui pour ça a gagné une étoile rouge, donc une des plus hautes distinctions de l'URSS. Et qui a eu un parcours très bizarre parce qu'elle s'est battue pendant la guerre d'Espagne, alors chose qu'elle avait toujours passée sous silence, surtout après l'opération Barbarossa, parce que avant ça allait, mais après c'était pas de très bon ton de dire qu'on avait aidé les nazis, vu que c'était plus du tout les copains comme cochons. Alors elle est morte dans une opération en Poméranie. Alors c'est un peu obscur la façon dont elle est morte, mais parmi les camarades qui ont été présents, il y en a certains qui ont dit que en fait elle serait sortie une nuit sans trop de visibilité et qu'un des tanks qui était en manœuvre ne l'aurait pas vu, il l'aurait écrasé. Voilà. Ce qui est la légende. Après, il y a une autre légende. Mais bon, voilà, il y avait des témoignages qui parlaient de ça. Mais sinon, c'était agréable de suivre justement cette jeune femme qui a été véritablement un symbole absolu de l'armée rouge. Au même titre que Zaïtsev, etc. Il fallait des têtes de pont dans cette armée rouge pour les soulever contre les nazis qui étaient sur leur territoire. Et le T-34 est quand même un sublime tank bâtiment merveilleux.
Je vous signale un film russe qui s'appelle T-34, comme ça vous ne pouvez pas vous louper, qui parle justement Oui, il y a un très beau garçon dedans, c'est un de mes acteurs préférés russes. Mais, et là, alors la fin... Oui, non, alors je sais, je fais fangirl, mais on s'en fout. C'est pas trop bien, il y a que des planches où qui vous décrivent non mais sérieux quoi, chaque endroit de T-34. Mais je vous dis... Ah ouais, non, mais quand on est taré, on est taré. Parce que moi, un de mes bébés, il était dans les tanks pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça. Je connais bien les tanks. T'arrives. Voilà, donc si vous aimez les femmes qui sont des symboles, que vous aimez l'armée, éventuellement peut-être les tanks, je sais pas sûr. Euh, pas sûr. Mais que vous aimez les BD historiques qui vous apprennent des choses, etc. Et que vous allez voir cette femme, elle a un sacré destin. Allez lire l'étoile de Kursk. Et puis ça vous fera pas de mal de revisiter la bataille de Kursk non plus, 1943, s'il vous plaît, merci. La véritable descente aux enfers. Après, ils se sont fait torcher à tous les coins. Voilà, par les Asiens, je vois. Donc, oui, Stalingrad est une bataille importante, mais Kursk a été leur défaite la plus cuisante. Hein. Voilà. C'est là où ils ont tout paumé. Hein. Ils auraient pu se rattraper après, mais là, ils étaient terminés comment disait ma grand-mère, emballer c'est peser. Voilà, c'était emballer c'est peser. Autre livre que j'ai lu, après j'ai attaqué les pavasses. Ouais, c'est le mois pavasse. C'est le mois c'était le mois 100 aussi, hein, parce que, bref. C'est un livre qui m'a été offert par un jeune homme qui s'appelle Damoiseau. Voilà, que si vous êtes sur mon live les deuxièmes mardis de chaque mois, vous voyez arriver le Damoiseau. Il m'a offert Anne Rice, La Voix des Anges. Tout à l'heure, j'en parlais pour la parodie. Donc là, on n'est pas du tout dans des vampires. Anne Rice nous... Alors, ça va être très court l'histoire, parce que sinon je vous spoil le tout. En fait, on est en présence de deux garçons, Guido et Tonio, qui sont pour des raisons... Enfin, ils sont déjà de deux extractions très très différentes, de deux endroits complètement différents de l'Italie, mais ils vont avoir à peu près le même destin, c'est-à-dire qu'ils vont très rapidement être castrés pour garder leur voix absolument... oui, à l'époque c'est ce qu'on faisait. Pour garder cette voix sublime, à part que tous les deux le vivent différemment. Et que Tonio, lui, en plus, n'a pas choisi. Même si Guido n'a pas vraiment mal choisi, mais en tous les cas, il l'a plus accepté. L'autre, c'est plus une vengeance familiale qui pousse à le castrer et à le balancer dans une école de musique pour s'en débarrasser. Et donc, tous les deux vont se rencontrer dans des circonstances assez effroyables d'ailleurs. Et un va fomenter sa vengeance absolue avec l'appui de l'autre. Voilà. Alors, pas tout de suite avec l'appui de l'autre, mais c'est une vengeance où il fomente ça pendant des années. Et le jour où il abat la violence de ses actions et de sa vengeance, il envoie du bois. Simplement, c'est dans l'Italie vraiment, alors, je sais même pas comment expliquer, c'est dans la fin, enfin au milieu de l'Italie du XVIIIe siècle, avec cet âge d'or des castrats, avec cet âge d'or de la musique, des opéras, etc. Anne Rice fait un roman baroque. Alors c'est du gothique, mais moi j'appelle ça du baroque. C'est baroque mais à plein de tubes. Une écriture magnifique. Vous avez quand même bien 300 pages où les 300, parce que c'est une pavasse. Hein. Voilà, c'est un truc qui fait presque 900 pages. Il y a 300 pages où elle développe, elle pose l'action, elle pose les bases de ce qui va être derrière. S'il vous plaît, si ça vous intéresse vraiment, passez ça, parce que ça peut-être rebuter certaines personnes au début, voilà, de cette longueur, mais vous pouvez pas vous imaginer ce qu'elle va faire au bout de 300 pages, quoi. Et elle me mène par le bout du nez jusqu'à la fin, en vous arrachant le cœur tout en vous éblouissant. C'est un livre, je vous dis, c'est un livre à la fois baroque, à la fois mordant, à la fois triste, à la fois beau.
Cette histoire de vengeance sur des années, c'est impressionnant. Il y a des scènes qui sont un peu érotiques. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça hyper. Voilà, c'est pas choquant. Après, ne mettez pas ça dans les mains d'un gamin de 12 ans. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Voilà, parce que peut-être qu'il va se poser des questions. Mais alors, ou alors, vous le lisez à côté. Voilà, mais c'est pas fait pour les gosses. Hein. Honnêtement, c'est un livre où il faut avoir un minimum quand même de lecture derrière. Parce que Anne Rice, là, elle met la barre très très haut. Et quand j'ai fermé le truc, je me suis dit, je serais incapable d'écrire un livre aussi baroque. C'est c'est impressionnant quand même. Hein. Parce que quand vous avez l'habitude de la lire pour autre chose, que ce soit les sorcières ou les vampires, bon, elle a une très belle plume, on est bien d'accord. Mais là, elle est d'un autre niveau. C'est impressionnant. Hein. Voilà. Donc franchement, c'est un livre que j'ai littéralement boulotté. J'ai bouffé le truc, je me suis chopé la pavasse tous les jours dans le sac pour vous dire que ça pèse 4 tomes et demi. Mais c'est pas grave, je l'avais. Et j'ai fait l'admiration de tous les gosses du bus, hein, parce qu'ils voulaient savoir ce que c'était. Alors, Ayn Rice, ils ont tapé sur Google, sûrement, La Voix des Anges. Alors après, quand il y en a un qui a dû dire « Ah, mais ça parle de Castra », alors là, j'entendais des... Mais c'est eux qui ont leur couple Je me suis dit, mais c'est pas vrai, ces gosses. Bon, ça va, ils ont 14 ans, mais enfin, jusque-là, quand même, il faudrait quand même qu'ils le sachent. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire parce qu'ils étaient là. Mais bon, voilà. Mais sinon, c'est un très très bon roman. Franchement, c'est. Et en plus, le... Oui, Alex, c'était toi. Faut pas lui dire. Honnêtement, c'est un roman en plus sur la façon de vivre en Italie de cette époque-là, sur les différentes familles. Oui, il y a eu un ex qui est passé. Et sur aussi la différence qu'il y avait aussi entre les conditions et votre statut social. Il y avait des personnes qui, pour faire gagner 3 francs 6 sous, n'hésitaient pas à donner leur enfant pour gagner 3,50 € de plus, etc. Voilà, donc c'était un choix ou pas un choix. Là, ça n'a pas été un choix pour les deux, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc ça, c'est, pardon, La Voix des Anges, je suis en train de perdre ma voix, c'est le cas de le dire. Et dernier livre que j'ai lu. Axe, t'as fini de t'amuser? Tu crois quoi, qu'on est dans une fête foraine? Ah, celui-là, je vous jure. Donc le dernier que j'ai lu, je le mets comme ça parce que sinon je n'arrivais pas à le lire. C'est le livre de Ebenezer Lepage, donc de Gerald Basil Edwards. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture et je remercie Monsieur Toussaint Louverture pour cet envoi. Puisque je l'ai eu par l'intermédiaire d'une attachée de presse qui me l'avait proposé. Donc merci pour ce SP. Alors, c'est un livre qui est sorti sous le nom de Sarnia aussi. Sarnia qui est le nom latin pour Guernesey. Alors c'est un livre qui est très étrange. Enfin, étrange. Il se passe rien. Là, vous dites, putain, mais elle me le vend mal. Non, je vais... on est en présence d'un homme qui vit à Guernesey, qui a vécu à Guernesey toute sa vie et qui nous raconte sa vie. Alors, sa vie, son œuvre, les amours, les trahisons, l'amitié, le côté insulaire, évidemment l'histoire de Guernesey, ces îles anglo-normandes, on est bien d'accord, et puis tout ce qui peut se passer sur une île, tout ce qui peut se passer dans la vie d'un homme, tout ce qui peut se passer dans la vie de gens qui se côtoient tous les jours sur un espèce de petit îlot. Et petit à petit, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait alors que vous lisez. Le pire, c'est que il se passe des choses, mais c'est pas... Alors, il n'y a pas de... c'est pas des rebondissements, c'est pas quelque chose qui va vous laisser le souffle coupé à la dernière page, mais c'est juste l'histoire d'une vie. Mais racontée d'une façon qui est envoûtante. Je sais pas quoi dire d'autre, envoûtante. C'est-à-dire que vous lisez, alors... hein, voilà. Non, je vous dis, il est pas mince. Il doit faire à peu près 600 pages et c'est écrit comme ça. Voilà. Et donc, petit à petit,
il y a des... il raconte ce qui se passe dans sa vie. Il revient sur son passé, il raconte ses amours, il raconte ses inimitiés. Je vous dis, tout ce qui fait le sel d'une vie, alors que peut-être des personnes pourraient trouver ça morne, mais non. Et c'est tellement bien écrit, et c'est tellement joli. Et quand vous arrivez à la fin, vous avez le cœur tout serré. Oui, j'ai vu le cœur tout serré à la fin. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, mais ok, d'accord, mais il veut en venir où? Et plus vous avancez, et plus vous vous attachez, et plus vous comprenez ce vieux bougon là qui... Et je sais pas, c'est un très très joli livre. C'est juste un condensé de vie en fait. C'est voilà, c'est bon alors d'accord, il est sur l'île de Guernesey, qui est une fort belle île. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter les îles anglo-normandes, elles sont magnifiques. Mais oh là, commence pas à faire ça, Lisa, sinon tu vas nous faire un guide touristique. Mais vraiment, c'est très très beau. Voilà, c'est un très beau texte, c'est une très belle histoire, des histoires, un personnage attachant qui de temps en temps vous vous dites oh le choupi, vous avez envie de le serrer dans les bras, puis après vous dites ah non, oh, voilà. Mais c'est un condensé de vie. Je sais pas quoi dire de plus en fait, parce que ouais, c'est un condensé de vie. C'est je trouve que c'est assez remarquable. C'est assez remarquable d'intéresser le lecteur sur 600 pages sur cette histoire-là, sur ces histoires, à travers un personnage qui, en gros, pourrait être insignifiant pour le commun des mortels si vous le croisez. Voilà, donc vraiment très 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 beau livre. Donc ça s'appelle le livre d'Ebenezer Le Page de Gérald Basil Edwards. Je peux pas vous dire plus parce que sinon je vais vous tout spolier. Et alors vraiment, je vais tout divulgacher. Soit, je vais gâcher tout. Donc c'est pas bien. Voilà. Donc c'est chez Monsieur Toussaint Louverture, donc c'est le dernier que j'ai lu. Donc avant j'avais lu La Voix des Anges, les deux BD. Je vais tout faire tomber, vous en êtes sûr. Voilà. Eh oui, moi aussi. Blood and Sugar. La sublime Heidi Lamar, donc la femme qui en savait trop. Alors ça jamais trop, elle est sublime celle-là. Et donc entretien, entrevue, choc avec un vampire, donc une belle parodie. Oui, ah bah on fait ce qu'on peut, voilà. Donc tout ça c'est ce que j'ai lu. Je vais tout faire tomber, donc on va le garder comme ça. Ah mais le caniche devant c'est bien. Attendez, on va laisser Heidi en premier parce que ça va attirer le chaland, une belle fille. Ah ben on fait ce qu'on peut, hein, voilà. On n'est pas des bœufs. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. J'espère que ça vous a plu ce point lecture. Première chaîne vidéo, c'est le blog de Lisa, je crois que c'est un tag. Encore un tag. Mais on m'a envoyé deux tags, donc j'avais envie de les faire. C'est un tag qui vient d'une chaîne anglaise, donc c'est encore mieux. Voilà, mais je l'ai traduit bien sûr, évidemment. Voilà. Sinon, après, je ne sais pas. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Le 14 février, si vous n'avez rien à foutre, venez au live. On se fait un spécial Saint-Valentin entre nous. Voilà. On se fera des trucs Valentin. On sera des Valentins-Valentines. Il n'y a pas beaucoup de Valentins, on sera beaucoup de Valentines. Ce qu'on peut, hein. Bah, il y aura Axe déjà, mais enfin, Axe étant à moi, je peux pas vous le prêter. Hein. Surtout qu'il n'est pas prêteur, le gars. Hein, donc voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins que vous avez lus, que vous n'avez pas lus, que vous ne voulez pas lire, que vous vous dites ah, mais même pas en rêve, je vais lire celui-là. Ou que vous dites ah, tu m'as intrigué là. Ah, celui-là il me plaît. Ah, je vais être obligée de l'acheter. Oh, c'est con. Ah bah ouais, ouais. Je suis désolée, hein, je suis pas du tout. Je fais pas du tout ces vidéos pour que vous achetiez des livres. Hein. Vous pouvez aller à la bibliothèque si vous voulez. Bon, allez, je m'en retourne à ma lecture actuelle. Ah oui, alors ma lecture actuelle. Alors j'ai déjà bouffé un livre. En 2 jours, il a été plié le livre. Ah mais vraiment, je l'ai bouloté le livre carrément. Mais vraiment. Alors que comme Love and Sugar, vous savez, vous boulotez le livre et puis vous faites tout ça pour ça.
Je vous assure, c'est très étrange aussi. Ça va être encore un truc étrange en février. Et là, j'ai attaqué un livre un peu plus costaud, mais très très intéressant sur la Russie. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, encore une fois, et faites attention à vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Donc ben, là, c'est dimanche, donc prochaine vidéo mercredi matin. Ciao. Oh non, mais Lisa, elle est catastrophique.